Bonjour à toutes, à tous ceux qui nous regardent derrière leurs écrans. Bonjour Guillaume Pitron. Bonjour Françoise Blin. Alors je suis très heureuse de vous recevoir à Média en Scène. Vous êtes journaliste d'investigation, réalisateur et désormais écrivain à succès, je crois qu'on peut le dire. Vous dénoncez les pollutions invisibles, mais néanmoins colossales et dramatiques à l'heure où nous devons tous, à notre échelle, lutter contre le réchauffement climatique. Vous venez de publier donc aux éditions Les Liens qui libèrent L'enfer du numérique, voyage au bout d'un like, qui va peut-être devenir un best-seller. J'espère. Et vous aviez déjà publié en 2018 un autre livre aux mêmes éditions, La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. Le fruit de 6 ans d'enquête tout de même. Donc ce dernier ouvrage, il a été traduit en 8 langues, je crois. Il s'est vendu à 100 000 exemplaires et il a fait l'objet d'un documentaire réalisé par vous-même et Jean-Louis Pérez pour Arte Tema. Je pense que vous comptez avoir la même trajectoire pour l'enfer du numérique. Donc, nous allons évoquer votre parcours de journaliste indépendant, essayer de comprendre les clés de votre succès, je l'espère aussi inspirer de nouvelles vocations auprès de tous ceux qui nous regardent en ce moment et qui sont évidemment libres de poser toutes les questions en direct. Alors, Guillaume, dans vos 2 livres, vous abordez le sujet du réchauffement climatique en mettant en avant un même paradoxe. C'est comment peut-on aggraver la crise environnementale tout en cherchant à promouvoir des solutions pour la contenir. Dans votre premier ouvrage, vous évoquez notamment les industries de l'éolien et du solaire. Et puis, dans le second, la folie de la dématérialisation qui fait que la pollution digitale est l'un des plus grands défis à résoudre dans les 30 prochaines années. Alors, à la base, pourtant, ces 2 thèmes-là, ils sont plutôt arides. Mais vous avez eu un succès incroyable de librairie. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Je pense que le lectorat français aime être surpris par des idées neuves, des idées nouvelles. Et d'ailleurs, c'est la condition d'un contrat avec un éditeur. Lorsque vous venez proposer une idée à un éditeur, la première question qu'il vous pose, c'est en quoi ce sujet est neuf ? Est-ce qu'on a déjà lu quelque chose sur ces questions-là ? Et si le sujet est effectivement neuf, alors il va être intéressé, parce que l'idée, c'est de surprendre en publiant un livre qui, justement, apporte un nouvel éclairage sur toutes sortes de débats. Donc déjà, j'expliquerai ça de cette manière-là. Peut-être que le public est exigeant lorsqu'il s'agit d'écrire un livre, mais également lorsqu'il s'agit lorsqu'il apprécie, lorsqu'il consomme un produit télévisuel, il veut quelque chose de qualité, donc il faut être à la fois un reporter quand on raconte ce que l'on voit en tant que reporter de terrain. Il faut mêler ces 5 sens à l'exploration de terrain que vous faites passer à travers soit un écrit, soit un documentaire. Il faut être un enquêteur. Il faut être exigeant sur l'enquête, sur les faits, le plus exigeant possible. Et il faut être un conteur. Il faut savoir raconter une histoire et finalement mêler à la non-fiction, à la réalité, traiter de la réalité avec les outils de la fiction, avec les outils du roman. Ça ne veut pas dire qu'il faut déformer la réalité, mais ça veut dire qu'il faut savoir mettre les outils de la non-fiction, du roman, dans la façon de raconter cette réalité-là. Puis après, il y a ce qu'on appelle l'alchimie. C'est-à-dire, c'est un moment, une idée qui, en fait, arrive au bon moment, auprès du bon public. Et ça, c'est quelque chose d'un peu magique. On ne sait jamais quel va être l'avenir d'un livre. C'est comme un enfant, on ne sait jamais quel va être son futur. Vous ne maîtrisez pas son destin. Et dans le cas de figure que vous mentionnez, la guerre des métaux rares, il y avait une alchimie qui s'est faite et qui fait que je suis là avec vous. Qui était d'ailleurs le livre encore plus technique, me semble-t-il, que L'enfer du numérique. C'était relativement technique, et moi je ne suis pas technicien, j'ai une formation littéraire, j'ai fait du droit, donc autant vous dire que j'étais complètement béotien sur la question, donc j'ai dû d'abord m'expliquer l'histoire à moi-même. Et lorsqu'on parle de métaux rares, ça peut paraître un peu complexe, mais en fait, finalement, il suffit d'expliquer les choses très simplement. Souvent, on dit, l'éditeur dit, et il a raison, il dit qu'il faut parler à des adolescents de 17 ans. On est tous des adolescents de 17 ans, et il faut se raconter l'histoire comme si on était un adolescent de 17 ans, enfin un jeune adulte. Et c'est ça qui importe pour garantir la pédagogie nécessaire, qui fait que ça touche le plus grand public possible.
Alors, vous avez fait beaucoup de pédagogie et ça explique certainement votre succès, mais vous allez aussi dans un degré d'expertise qui est assez pointu. C'est un peu ce qui signe vos livres. Est-ce que c'est également, selon vous, un facteur de succès, d'avoir cette exigence? Les gens, j'aime pas le mot vérité, mais j'aime bien les mots justesse, précision, exactitude. Et ça, les consommateurs d'informations sont à la recherche de ça. Alors oui, il y a du fake news, oui, il y a de l'information alternative, il y a de la vérité alternative. Et c'est justement précisément dans ce monde où moi-même je perds mes repères en tant que consommateur d'informations que j'ai besoin d'avoir accès à une information qui soit ultra sourcée, avec certainement comme exemple l'exigence de précision et de justesse du journalisme d'investigation américain. Et nous, journalistes, nous sommes à des années-lumière de cette exigence-là, et on devrait absolument s'inspirer de la façon dont les journalistes travaillent au New Yorker, par exemple, lire des livres de David Grann, qui est un journaliste d'investigation incroyable, qui a écrit un livre incroyable que j'ai lu cet été, qui s'appelle La Note américaine, qui va être adapté au cinéma par Scorsese. Il faut voir l'exigence de précision sur chaque mot du livre. Et en fait, à cette condition-là, alors on est respecté. On peut débattre de tout, mais on est davantage respecté. Et je pense que si les livres s'achètent, c'est aussi parce qu'il y a derrière un travail que le lecteur pressent, et donc il est enclin à lire ce travail-là. Ah, puis ça devient une carte de visite, finalement, oui. après. Et je vais plus loin que le journalisme, en fait, Françoise Blin. Je pense que, oui, quelquefois on dit, quand vous lisez ce livre, ça ferait pas lire un chercheur. Bah tant mieux. Voilà. Il y a 1000 notes de bas de page dans le deuxième livre. Il y en avait déjà 500 dans le premier. On avait dit que c'était bien fouillé. J'en ai mis 2 fois plus dans le deuxième. Ce ne sont que des notes de bas de page, mais tout est sourcé, tout est vérifié. Si c'est dans le livre, c'est que ça a été relu par une batterie de spécialistes, de fact-checkers, de vérificateurs de faits français, mais dont c'est le métier. Oui, on est quasiment à la limite de la recherche déjà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le raconter de façon agréable et finalement distrayante. Absolument. Alors, ça prend quand même énormément de temps de travailler de cette façon-là. Ouais. Donc, je le rappelais, là, vous avez mis à peu près 6 ans pour écrire le premier. J'imagine que vous êtes un petit peu plus rodé sur le second. Comment on fait quand on est indépendant? On n'a pas les moyens d'une grosse rédaction, d'une rédaction tout court derrière soi. Est-ce qu'on prend ces risques? Comment vous avez appréhendé tout cela? D'abord, j'ai toujours choisi d'être indépendant, au sens où je ne suis pas rattaché à une seule rédaction. J'aime bien aller d'un support à l'autre. J'aime bien écrire un article pour le Monde Diplo, et puis écrire un livre, et puis réaliser un documentaire, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, tous ces supports se rejoignent. Il y a un ruissellement, pour employer un mot à la mode, entre ces trois supports. Le film peut donner lieu à un livre, qui peut donner lieu à un documentaire, et ainsi de suite. Donc j'aime bien cette liberté qui m'est offerte de pouvoir travailler sur le temps long, sur des sujets à propos desquels l'enquête va prendre potentiellement des années. Ça, je pense que c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire si je travaillais pour la presse française, si j'étais dans un quotidien français. Je pourrais le faire si j'étais au Washington Post et qu'on me donnait 2 ans pour enquêter sur un énorme sujet, mais il faut vraiment être aux États-Unis pour avoir ce type de moyens-là. Parce que les rédactions françaises n'ont pas les moyens ou objectivement, j'ai choisi d'être journaliste reporter de terrain uniquement en étant indépendant, en étant en dehors de la rédaction. Je pense que j'aurais attendu beaucoup d'années avant de pouvoir mettre le pied réellement dehors. En revanche, dès le moment où j'ai accepté d'avoir un statut beaucoup plus fragile, mais qui coûte moins cher à une rédaction, eh bien, j'ai pu aller très très vite sur le terrain. Donc c'est un choix, ça me coûte, mais évidemment que c'est, à mon avis, j'aurais pas refait l'histoire différemment pour être tout de suite sur le terrain et pour avoir plusieurs dizaines de pays à mon actif à l'heure où je vous parle. Là où le statut d'indépendant me permet d'avoir cette capacité de faire des enquêtes, c'est parce qu'il m'offre le temps long. Là où il me fragilise par rapport à un média, c'est qu'il va falloir que je trouve l'argent qu'un média, naturellement, tout seul ne va pas me donner. Ouais. Et là, ça devient difficile. Le premier sujet, c'est d'avoir de l'argent, tout simplement. Et le premier livre, La guerre des métaux rares, c'est 6 ans d'enquête, mais sur mes fonds. C'est mes économies, c'est de l'argent que j'ai emprunté à des amis, c'est Géo qui m'envoie faire un article en Indonésie sur l'islam, mais j'en profite parce que je suis sur place pour faire un détour une semaine par l'île de Bangka, où se trouve en fait où on extrait de l'étain qui sert au téléphone portable, mais c'est en fait un mode de financement fait de briquet de broc, c'est de la finance artisanale, pour arriver complètement sur les rotules financièrement parlant, avec ce premier livre qui ne devait pas être lu, qui par chance est lu, qui me donne du coup des droits d'auteur, et qui me donne les moyens de travailler plus confortablement au second livre. Mais tout l'enjeu, comme d'habitude, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est l'argent. Et donc, du coup, financement sur fonds propres pendant plusieurs années de suite. Et donc, c'était fou, hein, c'était complètement irrationnel.
Et ce succès inespéré presque, donc du coup vous avez vendu quoi, 100 000 exemplaires? Le premier livre, 100 000. En fait, rien ne prédisposait à une telle réception de la part du public. J'étais passionné par un sujet, les métaux rares, dont il se disait déjà parmi les experts que c'était le next oil, le prochain pétrole. Qu'après le pétrole, on allait aller vers le lithium, qui n'est pas rare mais critique, les terres rares, le cobalt, le graphite, le nickel, et que c'était les grands sujets d'avenir. Et je pressentais que ce sujet était majeur et que j'avais peut-être quelques années d'avance en traitant, mais voilà, il fallait que je l'écrive et je ne l'ai pas fait pour avoir du succès, je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent, je l'ai fait parce que je pensais que c'était un sujet important. Et puis il se trouve que ça a rencontré son public. Son public. Et quand vous allez voir l'éditeur, il vous fait confiance, il vous donne un avaloir substantiel, il vous contrôle ensuite dans votre progression d'enquête. Comment ça se passe? Il me fait confiance parce qu'on signe un contrat ensemble, c'est une marque de confiance, mais après, la confiance, c'est aussi la mesure du risque financier qu'il prend. La première fois que mon éditeur Henri Trubert signe un contrat avec moi, on signe un contrat à 3 500 € d'avaloir pour 2 ans de travail. Et le coût, donc à combien vous estimez le coût de votre premier livre? Franchement, si je devais mettre bout à bout, pas 6 ans à plein temps, 25% du temps pendant 6 ans, plus les voyages, etc., mais je pense qu'on est à 100 000 € de budget pour un livre. C'est, à mon avis, le coût du deuxième, L'Enfer numérique. C'est probablement 100 000 € de budget. Et encore, c'est un montant faible. L'éditeur, la deuxième fois, il met beaucoup plus d'argent. Il produit 40% de la somme, ce qui est énorme pour le monde de l'édition. Mais il ne produit pas la différence. D'accord. Alors, dans votre business model personnel, si je puis dire, vous évoquiez tout à l'heure une forme de capitalisation ou de mutualisation des coûts et peut-être aussi de capitalisation sur divers médias de vos connaissances, puisque vous êtes également réalisateur. Comment est-ce que vous vous y prenez pour arriver à répartir un petit peu vos différentes productions? Et est-ce que la télé, finalement, c'est très rémunérateur? Donc, effectivement, il y a toujours ce qu'on appelle, enfin, c'est de plus en plus transmédia. Un sujet peut être décliné de plein de manières différentes. Donc, évidemment, si vous voulez avoir les moyens de faire une grosse enquête de terrain dans le monde entier, il faut travailler pour France 5, il faut travailler pour quelques cases documentaires de Canal+, il faut travailler pour Arte Tema. Voilà. Je dirais que vous avez là les moyens, pendant 1 an, 2 ans, de travailler en faisant le tour du monde pour un produit à l'arrivée qui fait 70 minutes, 90 minutes, quelquefois 110 minutes. Pour autant, pour avoir été moi-même co-réalisateur de ce dernier documentaire avec Jean-Louis Pérez qui s'appelle La face cachée des énergies vertes, je vous le dis, j'ai gagné 28 000 €. La production m'a payé 28 000 € brut en salaire. Mais 28 000 € pour une bonne année de travail, c'est quand même pas grand-chose, quoi. Alors après, vous avez les droits de la SCAM, les droits d'auteur qui viennent s'ajouter à ça, peut-être 10 000, 15 000 €, mais il faut toujours les diviser par 2 quand on est co-réalisateur, naturellement. Donc à l'arrivée, gagner sa vie en étant réalisateur, c'est vraiment un métier de chien, quoi. Parce que je vous parle de 28 000 € après avoir vendu le film. Mais le film, pour le vendre, il va falloir des mois. Et quelquefois, plusieurs semaines de travail, voire des mois de travail. Et ça, vous n'êtes pas forcément payé. Vous êtes accompagné un petit peu. Vous avez un dédommagement financier sous forme de développement de la part de la chaîne ou de la production. Mais c'est très, très difficile. Donc, d'une manière générale, il faut quand même être sacrément... faut vraiment avoir la foi. Et vous avez failli arrêter, non, de temps en temps? Ouais, j'ai failli arrêter. Je pensais au bout de 10 ans de métier, fin 2017, ça faisait 10 ans, je me suis dit c'est une bonne façon d'arrêter que de publier un premier livre. Je pourrais raconter à mes enfants, à mes petits-enfants que j'ai fait un livre, mais on arrête ce métier de dingue. C'est un métier qui, je trouve, vous coûte beaucoup, à plein d'égards, pas seulement financier, pour un résultat qui est quand même pas facile, enfin pas évident. Donc à un moment, j'ai pensé arrêter. Mais bon, il se trouve que ce métier me rattrape. Et c'est aussi un message pour les étudiants qui nous écoutent, c'est quel beau métier quand ça fonctionne, et quel métier merveilleux, et aujourd'hui je me verrai nulle part ailleurs. Donc c'est fou aussi de se dire qu'il y a... Je viens des États-Unis, j'ai étudié aux États-Unis, on parle de The American Dream, mais il y a aussi un rêve français. Il y a aussi... la France m'a donné énormément de choses. Je venais du journalisme, je venais des droits pour être journaliste. Je n'avais pas fait d'études de droit de journaliste. Je suis arrivé avec les bonnes idées. Et ça a suffi pour percer dans le métier. Je me suis pris plein de tôles aussi, mais in fine, c'est fou de voir que la France est un pays qui accueille les nouvelles idées, accueille des profils qui ne sont pas des profils formatés pour le journalisme, et finalement me donne ma chance. Donc, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de flexibilité dans ce pays, il y a beaucoup
de curiosité, il y a beaucoup plus d'ouverture que ça ne pouvait l'être il y a 10 ou 20 ans. Il y a beaucoup de nouveaux médias, beaucoup de nouveaux formats. Et en fait, il faut avoir beaucoup d'imagination, il faut être très créatif. Mais in fine, je trouve que c'est un des pays les plus merveilleux pour faire ce métier. Vraiment. C'est bien, c'est un beau message pour ceux qui nous écoutent. Alors, quand on est journaliste indépendant, quel est le statut que vous avez par rapport à la carte de presse et par rapport à la commission des journalistes? Est-ce qu'on reconnaît la nature de votre travail d'enquêteur? Oui et non. En fait, comme vous le savez, la carte de presse, elle s'obtient si vous êtes journaliste et si vous prouvez que 50% de vos revenus en salaire proviennent de votre activité de journaliste, au moins 50%. Il se trouve que je suis à la croisée de plein de chemins, parce qu'en fait, non seulement je gagne des salaires, quand je travaille pour une agence de télévision, je gagne des salaires, quand je travaille pour un média de presse écrite, je gagne des salaires, mais lorsque je suis rémunéré par la SCAM, notamment automatiquement, ça devient des droits d'auteur. Et lorsque je travaille pour le monde de l'édition, je suis rémunéré en droits d'auteur. Or, il se trouve que le premier livre, La guerre des métaux rares, se vend à 100 000 exemplaires. Donc, je touche des droits d'auteur qui sont conséquents et qui viennent en fait complètement brouiller cette organisation financière, puisque je me retrouve avec une part des salaires qui est minime et avec une part de droits d'auteur qui est énorme. Et donc, jusque maintenant, j'avais la carte de presse. Mais maintenant, j'ai plus la carte de presse. Donc, en fait, on m'a refusé la carte de presse. La commission de la carte de presse me l'a refusée. Donc, je suis allé en appel et j'attends le résultat, la décision de l'appel pour la fin de la semaine ou la semaine suivante. Mais on ne veut pas me donner la carte de presse parce qu'au nom de cette logique comptable, qui se comprend d'ailleurs, qui consiste à dire il faut que vous gagniez des salaires parce que les salaires, c'est la façon aussi de vous protéger puisque vous allez toucher l'assurance chômage. Et il ne faudrait pas qu'un média ne veuille pas vous payer en salaire. Il faut que vous exigiez des salaires pour être protégé par le chômage. Ce que j'entends parfaitement. Mais sauf que je suis journaliste et qu'en fait, je me retrouve finalement à avoir vendu trop de bouquins et à toucher trop de droits d'auteur. Alors ils me disent, mais est-ce que vous êtes vraiment journaliste? Bah oui, la 4e de couverture de l'Enfer numérique vous dit, je suis journaliste. Il n'y a pas de porosité entre le fait sur la nature de votre travail, en fait. On estime la nature de votre rémunération, mais pas l'input de votre travail. Tout à fait raison, c'est exactement ça. Exactement ça, et j'exprime mon désarroi à la commission de la carte de presse en disant, c'est fou, en fait, vous me reprochez quoi? D'avoir vendu trop de bouquins, de faire du journalisme d'enquête dans des livres. Il va falloir... Enfin, quel message est-ce que vous voulez faire passer aux jeunes? Vous leur faire passer le message qu'il ne faudrait peut-être pas écrire de livres d'enquête au long cours, qui, je pense, honorent notre profession, parce que vous risquez d'en vendre trop et d'avoir un décalage entre vos salaires et vos droits d'auteur. Donc il y a un immense sujet ici. Je comprends comptablement la décision. Elle est, selon moi, injustifiable d'un point de vue de la réalité de mon travail. Et je pense qu'il faut accepter cette flexibilité-là et reconnaître que je suis journaliste, je le suis, et reconnaître aussi que je fais quoi pour le prochain bouquin, Françoise Blin? Je vais en Irak, je vais en Afghanistan, je vais en Chine, j'y vais comment? Les mains dans les poches, en touriste, avec un visa business? Moi, j'ai déjà été mis en prison au Zimbabwe, il y a 10 ans, faute de visa presse, j'ai passé 48 heures en prison. J'ai pas envie que ça recommence, donc j'ai besoin de réaliser mon métier. J'ai besoin d'être aidé, j'ai pas envie qu'on me rajoute des obstacles à un métier qui est déjà suffisamment difficile. Il faut pas qu'aux obstacles financiers s'ajoutent des obstacles physiques, faute d'avoir la carte de presse. Donc il faut absolument que j'ai cette fichue carte de presse. On vous entend. Alors, Guillaume, dans votre livre, le dernier, L'Enfer du numérique, donc là aussi, grosse enquête, 2 ans de travail. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué, en fait, de ce que vous avez appris en réalisant cette enquête? D'abord, ce que j'adore, c'est partir d'un paradoxe, et même d'un paradoxe sensoriel. On ne sent pas, et pourtant, cette infrastructure est là. Elle est partout, mais elle est nulle part à la fois. C'est une matrice, comme dans le film. On en parle, et puis personne n'est capable de confronter ses sens à elle. Or, on parle d'une pollution colossale qui est créée par l'infrastructure numérique. Et il faut toujours partir d'un paradoxe pour lever un lièvre et sentir qu'il y a une bonne enquête. Donc déjà, ce qui m'impressionne au début, c'est justement ce côté contre-intuitif. Après, je pense que quand je me suis retrouvé pendant 2 ans d'enquête, notamment en lien, en contact avec les spécialistes des centres de stockage de données, les spécialistes des câbles. Ce qui était hallucinant, c'est que ces gens-là racontaient des histoires complètement folles, mais c'était leur routine d'ingénieur, leur routine de commercial, leur routine de stratège de l'infrastructure, mais ils racontaient du coup les enjeux qui étaient les leurs au quotidien, qui étaient des enjeux complètement dingues, et ça leur paraissait parfaitement naturel. Alors vous avez des exemples? C'était dingue. Je me rappelle à Londres, dans une conférence de spécialistes des câbles sous-marins, je rentre dans une petite pièce, un petit salon à part où il y avait une petite conférence qui se donnait entre 2 types et qui raconte qu'en fait, il fallait qu'ils tracent le câble le plus rapide entre le point A et le point B pour en faire gagner quelques millisecondes
de façon à ce que les traders, notamment, puissent parier, investir plus vite que leur ombre. Et il disait à un moment, on s'est retrouvé face à un rocher. Et en fait, ce rocher, on ne pouvait pas le traverser, ou alors il fallait faire sortir le câble de l'eau, mais plus vous faites sortir de l'eau, plus en fait il est exposé. Alors il vaut mieux le laisser au fond des mers, ça évite que les ancres des chalutiers viennent couper le câble. Et donc en fait, il a fallu qu'on contourne le câble. Et donc on a choisi un tracé de contournement du câble sur quelques kilomètres, et nous avons perdu, disait-il, quelques quarts de millième de seconde. Et là, je me suis dit, les gars, ils racontent des trucs complètement dingues. Parce qu'en fait, ils sont en train de raconter que moi et vous, nous sommes tellement empressés dans notre vie quotidienne, et les traders, et les robots traders, qu'on ne peut plus attendre. Et ces gars-là sont en train d'organiser géographiquement l'infrastructure pour s'adapter à notre urgence. Et c'était complètement fou, cette conférence-là, de ces gens qui concrètement racontaient très simplement des problèmes techniques, des problèmes géologiques, des problèmes du quotidien. Et moi, vu de l'extérieur, je me suis dit, mais personne n'a jamais raconté un truc pareil. Et dans le monde des data centers, c'est à peu près pareil. Ils racontaient tous des histoires folles et ils s'en rendaient pas compte. Et vu de l'extérieur, je me disais, il y a une matière neuve incroyable. Je connais pas beaucoup de médias qui sont intéressés à ça. Très peu de reportages, pas de livres écrits sur les centres de données, sur la géographie de mes données, la géographie de mes clics, la géographie de qui je suis, puisque ces données, ça constitue qui je suis. Et là, il y avait juste une matière extraordinaire pour un livre. Voilà, c'était merveilleux d'être quelque part un peu le premier à aller raconter ça. Mais tout était étonnant. Et tout ça, finalement, pour accompagner nos modes de consommation de plus en plus énergétivores. Alors, la question, c'est aussi, vous abordez pas mal la génération climat, hein, comme vous appelez les jeunes, qui sont extrêmement consommateurs de numérique. À votre avis, les principaux enseignements de votre livre que vous pourriez leur destiner, quels seraient-ils? La génération climat, elle est face à un paradoxe. C'est une génération... Jamais aucune génération, enfin les jeunes d'aujourd'hui, de 15 à 25 ans, aucune génération n'a été aussi plus puissante qu'elle. Un téléphone fait de vous, au quotidien, un demi-dieu. Vous avez la capacité, en un tweet, avec un hashtag, de toucher des millions de personnes et de veiller des foules entières qui vont se retrouver le vendredi pour faire la grève. Enfin, c'est fou, la puissance que vous avez avec cet objet qu'on appelle le téléphone au bout de vos doigts. Et pourtant, on est en même temps dans un âge où il est question de réchauffement climatique, il est question de bouleverser la façon dont nous consommons et qui exige de la sagesse. Et donc on a entre les mains un outil qui excite notre hubris, mon hubris, notre vanité, et qui en même temps exige toujours plus de sagesse. Et je me pose la question à la génération Greta, qu'allez-vous faire de cet outil? Une technologie, elle n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Elle est ambiguë, comme toutes les technologies. Elle va permettre le meilleur comme le pire. Et à l'heure où vous sortez dans la rue pour dire il faut se déplacer différemment, consommer de la viande différemment, arrêter d'utiliser du plastique, vous êtes par la même occasion, en même temps, et de façon presque schizophrène, cette génération qui consommait le plus de ces outils-là, dont l'impact direct et indirect sur nos écosystèmes est absolument colossal. Et donc vous pouvez faire de cet outil l'outil qui permet de lever les foules le vendredi après-midi et qui en même temps accélère le réchauffement climatique. Et donc vous, génération Greta, est-ce que vous serez la génération climat? Je le souhaite. Mais je vous pose la question de façon un peu provocatrice. Rien n'est joué, rien n'est sûr. Un jeune de 18 ans en France, il a déjà entre ses mains 5 téléphones portables. Il en est au 6e. Il consomme des outils numériques comme un dingue. Il atteint le stade de la saturation psychologique, comme le dit l'agence européenne Eurostat. Donc à un moment, attention à ce que ce meilleur ami que vous ayez entre les mains ne soit pas paradoxalement votre pire ennemi. D'accord, mais c'est justement parce que la connaissance des implications de ces usages n'est pas connue. Non. Et c'est tout l'intérêt de votre livre, finalement. C'est quand même d'expliquer aux gens quelles sont les conséquences de leurs actes. Oui, parce qu'en fait, cette pollution est invisible. La pollution verte, elle est délocalisée. Elle est ailleurs, à des milliers de kilomètres, dans les mines, et nous, on a l'impression de rouler propre, alors qu'en fait, la pollution, elle est ailleurs. Là, dans ce deuxième livre, L'enfer numérique, la pollution est invisibilisée. Elle existe, mais on ne la voit pas. Parce que l'infrastructure, on peut la toucher, on peut la sentir, elle a un goût, elle a une odeur, elle a une texture, et on peut l'entendre même. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, c'est que je suis allé littéralement confronter mes sens à l'infrastructure. Rentrer dans un data center, ça émet du bruit. C'est le bruit strident de ces milliers de serveurs qui calculent en même temps. Et pour autant, on ne la voit pas, on ne la sent pas. On est très rarement rentré dans un centre de données. On n'a quasiment jamais vu un câble Internet de sa vie. Quant au satellite, ça paraît complètement éthéré. Et voilà. Et donc, il y a cette difficulté à se confronter sensoriellement à l'infrastructure et à percevoir la pollution qu'elle génère. Or, comment est-ce qu'on peut pressentir un danger si nos sens ne sont pas capables
capable de le pressentir. Donc il y a quelque chose de profondément dangereux, presque pervers, dans ces outils-là, qui nous donnent l'illusion d'un monde dématérialisé, immatériel, alors qu'en fait, au contraire, le numérique, c'est la plus vaste entreprise de matérialisation jamais entreprise. Mais on parle de virtuel, mais on parle de cloud, mais on parle de salle blanche. C'est extrêmement dangereux. Et donc, tout ça, ça commence par se confronter sensoriellement à cette infrastructure. Et tout le monde ne le peut pas, quand même. Hein. Non, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai pu le faire. Mais comment le fait-on ? Je suis complètement d'accord avec vous. Et puis quand on évoque de chiffres, 4% d'émissions de gaz à effet de serre, 10% de la consommation d'électricité, tant de tonnes de je ne sais quoi, de matériaux utilisés, ça veut dire quoi ? Ouais, ça reste très nébuleux. Et donc c'est très difficile. Donc c'est à nous journalistes, d'avoir ce rôle de pédagogue, de dire, oui, mais les déchets électroniques, c'est l'équivalent de 5000 tours Eiffel de déchets électroniques tous les ans, rejetés par l'humanité. La tour Eiffel n'est pas très loin, on la regarde, d'accord, ok, 5000 fois ça. Tout d'un coup, ça devient plus concret. Mais si vous n'êtes pas dans la décharge de déchets électroniques de Guyot au fin fond de la Chine, encore une fois, comment est-ce que vous pouvez le percevoir ? C'est le défi d'un monde globalisé dans lequel toutes ces externalités négatives peuvent être évacuées. Mais il y a aussi l'inflation des usages quand même, parce que par exemple les monnaies virtuelles qui n'existaient pas il y a 10 ans, aujourd'hui sont en train de prendre un essor considérable, donc c'est toujours du plus, du plus, du plus. Est-ce qu'à un moment il ne faut pas passer un message qui est de dire attention, restons peut-être dans la modération ? Absolument. Le vrai sujet du numérique, le vrai enjeu écologique autour du numérique, c'est l'inflation des usages. Regardez combien de messages est-ce que nous nous envoyions en 1999, moi quand j'ai eu mon premier téléphone portable, combien de SMS j'envoyais par mois. J'avais un forfait et je pense que j'envoyais 20 ou 30 SMS par mois. C'était ça, j'avais droit à cette consommation-là. À l'heure de l'iPhone 13, que je n'ai pas, mais à l'iPhone 13, 20-30 messages, c'est quoi ? C'est notre consommation quotidienne, je dirais même une consommation par heure. Donc en fait, le numérique permet cette inflation des usages. Le SMS pollue moins, en l'espace de 15-20 ans, il pollue moins, mais paradoxalement, on en consomme davantage. Et puisque la technologie pollue moins, alors forcément, on va être enclin à consommer davantage, et c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et ce numérique-là, il nous fait toujours consommer davantage. Le numérique, Françoise, il aurait dû faire disparaître le facteur, puisque nous n'allions plus l'envoyer d'enveloppe. Nous allions envoyer un mail à la place de l'enveloppe. On n'a jamais eu autant de livreurs dans les rues de Paris aujourd'hui. Ça, c'est clair. Ils sont partout. Ils sont partout en train de livrer des pizzas, en train de livrer des livres. Tant mieux pour moi. Ça montre aussi le limite de mon message et mes contradictions à moi. Ils livrent toutes sortes d'objets. Mais donc ça veut dire en fait que les plateformes Uber, Deliveroo, Amazon, elles ont accéléré cette matérialisation de nos modes de consommation et tout simplement, elle a fait exploser ces nouveaux modes de consommation. Et donc, nous sommes en plein paradoxe. Bon, alors, est-ce que vous restez optimiste pour l'avenir de notre planète, Guillaume ? En fait, Saint-Exupéry dit « on ne peut pas être responsable et désespéré ». J'ai passé l'âge de ne pas être responsable, j'ai 40 ans, 41, je suis responsable de ce qui se passe, je n'ai pas le droit d'être désespéré. Donc je suis obligé, et j'insiste dans le livre, qui est aussi d'ailleurs une série de portraits sur des gens qui, aux quatre coins du monde, trouvent des solutions, j'insiste pour dire que nous avons énormément de solutions entre les mains. Des solutions individuelles. La première chose à faire, c'est évidemment de changer son rapport à son téléphone mobile. Si on garde nos téléphones plus longtemps, si on rallonge la durée de vie des produits électroniques, alors on baisse de façon colossale, la pollution numérique. Et ça, ce sont des gestes très simples qui nécessitent de la modération, vous l'avez dit, et on peut vraiment agir fortement à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus globaux. Aujourd'hui, on arrive dans l'Internet de tout, avec une consommation de données, une production de données qui va complètement exploser. On va en 2030, 40, consommer 45 fois plus de données par rapport à 2020. On arrive dans un Internet où tout va produire de la donnée qui va être traitée, transformée sous forme de services numériques. Donc quand on me dit, à mon niveau, il faudrait que je vide mon email tous les jours et ma corbeille pour alléger mon email, c'est en fait vider l'océan à la petite cuillère. Et encore, la cuillère, elle est trouée. Il ne faut pas dire ça, parce que vous allez décourager les gens. Non, mais ça veut dire qu'individuellement, je ne peux pas agir au niveau individuel à ce niveau-là. Je peux agir sur mon téléphone portable, mais individuellement, je ne crois pas à cette solution individuelle. La question de la production des données, de leur consommation et de l'impact matériel que ça va avoir, c'est une question qui est collective. Ce sont des questions qui sont politiques, ce sont des questions qui sont sociales, ce sont des questions qui ne peuvent pas être traitées si à un moment, collectivement, on se met autour de la table et on réfléchit ensemble à la société qu'on veut demain. Et c'est pour ça que ces questions de pollution numérique, en fait, sont des questions qui vont devoir être portées par les États, parce qu'il n'y a que dans cette agora-là qu'on va pouvoir se dire de quel monde voulons-nous ? Est-ce que nous voulons un Internet qui accélère, un Internet qui freine ? Internet va accélérer, je vous le dis tout de suite. Un Internet qui est limité,
avec une façon de consommer la donnée qui est peut-être encadrée par des usages, par des règles? Est-ce qu'on met de la limitation dans Internet? Est-ce qu'on met de l'interdit dans Internet? Ce sont des questions qui sont complètement tabous, mais ce sont des questions qui, de façon brûlante, vont se poser. Nous avons la solution de façon individuelle, mais ces solutions-là et ces réflexions-là, elles passeront forcément par du collectif. Alors, on voit que vous ouvrez de nouveaux champs d'investigation pour nos politiques, notamment, Guillaume. Absolument, et ça va être un des grands enjeux pour les politiques. Et d'ailleurs, il y a une loi qui est en train d'être passée au Parlement français pour novembre, je crois, à l'initiative d'un député ou d'un sénateur LR, qui justement vise à encadrer la pollution numérique. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence à Média en scène. C'était absolument passionnant. J'incite tous ceux qui nous écoutent à lire vos livres, parce que ce sont vraiment des outils précieux pour comprendre les impacts de cette crise environnementale qui est déjà là et comment chacun d'entre nous pouvons tenter à notre propre échelle d'y remédier. Merci à tous.